Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à trois sultans qui ont porté l'Empire ottoman à son apogée. Mehmed II, Sélim Ier et Soleiman le Magnifique, se voyant héritiers des empereurs romains, ils règnent sur trois continents. Maître de la conjonction des planètes, comme aime le rappeler Soleiman le Magnifique, il élargit les frontières de l'Empire ottoman jusqu'aux portes de Vienne. Vous voulez en savoir plus sur l'apogée de l'Empire ottoman? Venez avec moi. L'origine des Ottomans demeure obscure. Les témoignages dont on dispose sont assez tardifs. Osman, 1260-1324, est l'ancêtre éponyme de la dynastie. À la tête d'une tribu semi-nomade de Turcomans d'origine centra-asiatique, il fuit l'avancée mongole et s'installe au début du XIVe siècle à l'extrême occident des territoires seldoukides, en contact direct avec l'Empire byzantin en Bithynie. La coalition de guerriers musulmans et chrétiens aventuriers en quête de butin ou combattants de la foi lancera la machine militaire ottomane. D'abord aux dépens de Byzance, dont l'expansion ne s'arrête qu'à la fin du XVIIe siècle, établie durablement dans les Balkans et l'Asie mineure. Les Ottomans étendent au XVe et XVIe siècle leur domaine à la Hongrie, au Maghreb, au Moyen-Orient et à la mer Noire. Le règne de Soleiman le Magnifique, 1520-1566, est le plus illustre de l'histoire ottomane, avec celui de Mehmed II, 1451-1481, pendant lesquels l'ambition impériale ottomane à vocation universelle s'affirme après la conquête de Constantinople en 1453. Événement plaçant les Ottomans dans la ligne de l'Empire romain, ces deux règnes inspirent crainte et fascination aux Européens. Mehmed II, le conquérant de l'Empire byzantin, est le premier à revendiquer l'héritage impérial romain. La conquête de Constantinople donne une nature nouvelle à son trône. Mehmed II saisit l'occasion pour mettre en place des réformes et un pouvoir personnel absolu par l'exécution de son grand vizir du moment, Kandaril Halil, membre d'une grande famille d'oulémas. Sa disposition autoritaire le pousse à récidiver plusieurs fois en la matière. Son règne souligne aussi la nature sacrée du souverain ottoman qui se met de plus en plus en retrait des affaires ordinaires. À la fin de son règne, il est le premier à ne plus assister au conseil impérial, le divan. Contrairement à Soleiman le Magnifique, son arrière-petit-fils, Mehmed II, est peu populaire à la fin de son règne, quoique admiré et craint. Il laisse derrière lui un empire immense et puissant, mais également une armée épuisée, des sujets mécontents, une élite irritée et divisée, ce qui contribue largement à l'éclatement d'une guerre civile à sa mort. Désigné comme le Magnifique, Soleiman, le 10e sultan de la dynastie ottomane, est sans doute le plus prestigieux des souverains ottomans en Europe. En turc, son surnom est Kanuni, le législateur, du fait de son œuvre législative en droit séculier, dans les domaines fiscal, militaire, criminel, administratif et foncier, en complément de la charia, un mouvement de législation séculière entamé sous Mehmed II. Outre la promulgation de nouveaux codes provinciaux en Hongrie, Égypte et Syrie, s'élabore sous Soleiman le Magnifique un code général à l'échelle impériale. Né entre 1494 et 1496 à Trébizonde, Soleiman est le fils de Haïfassa, une concubine d'origine chrétienne, slave ou caucasienne, et du futur Sélim Ier, sultan ottoman de 1512 à 1520, qui est le gouverneur de cette province anatolienne au bord de la mer Noire. Le jeune homme y reçoit une première éducation formelle en religion, littérature, langue, art militaire. Il est formé à l'orfèvrerie, qui reste une de ses passions principales. Il exerce des gouvernements princiers à Kaffa en Crimée et après l'avènement de son père à Manissa en Anatolie. Lorsque Sélim Ier bataille contre la Perse en 1514-1515, Soleiman obtient la lieutenance de Constantinople et la défense de l'autre capitale impériale, Édirné. En 1516-1518, lors de la campagne de Sélim contre les Mamelouks en Syrie et en Égypte. Malgré son règne court de 1512 à 1520, Sélim Ier marque durablement l'histoire ottomane. Il conquiert l'Anatolie orientale, la Syrie et l'Égypte,
Il va bien plus loin à l'est et au sud que son grand-père Mehmed II, donnant à l'Empire une facette arabe qui n'avait pas auparavant. L'incorporation de grands centres de la culture islamique, l'obtention du titre de protecteur des deux saints sanctuaires de l'islam, la Mecque et Médine, et la lutte contre l'hérésie en Anatolie, associée au shah safavid Ismaïl, amènent les Ottomans à se présenter comme les champions incontestés de l'islam sunnite. Son règne est marqué par nombre d'exécutions, ce qui n'est pas sans rappeler celui de Mehmed II, et de massacres perpétrés contre des ennemis musulmans. Bien qu'elles soient conçues comme des actes de justice menés dans le respect des formes, ces tueries n'ont pas connu d'équivalent chez d'autres sultans ottomans avant le XIXe siècle. Sélim Ier lègue à Soleiman les territoires de l'ancien sultanat mamelouk désormais totalement subjugués. Les sultans ottomans revendiquent la lignée des grands empires musulmans médiévaux, ceux des Omeyyades et des Abbassides, bénéficiant ainsi d'un immense prestige en tant que première puissance musulmane au monde. Unique héritier de Sélim Ier, qui meurt prématurément, Soleiman monte sur le trône sans avoir à mener une lutte fratricide. Le jeune sultan se concentre sur le front de l'Ouest au début de son règne, où son père n'était pas intervenu faute de temps, ayant passé l'essentiel de son règne à combattre les Safavides et les Mamelouks. Parmi les 13 campagnes augustes qu'il conduit en personne, les toutes premières se révèlent décisives. Soleiman préteste les mauvais traitements réservés à son émissaire chargé d'annoncer au jeune roi de Hongrie, Louis II de Jajlon, son avènement pour lancer une campagne. Le 29 août 1521, il s'empare de Belgrade, ouvrant les portes du royaume allié des Habsbourg aux Ottomans pour le siècle et demi à venir. Le succès est d'autant plus remarquable qu'il correspond à l'un des échecs de Mehmed II, qui l'avait assiégé en 1456. L'année suivante, en 1522, elle est marquée par un deuxième coup d'éclat, l'île de Rhodes, la redoutable place forte des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, est prise avec le reste des îles du Docanèse en mer Égée. C'est une étape décisive dans la lutte contre les corsaires chrétiens et la mainmise ottomane sur la Méditerranée orientale. Moyennant capitulation après 5 mois de conflit, Soleiman promet aux chevaliers hospitaliers la vie sauve et le départ de l'île avec leurs biens, fortune et armes. Le texte adressé au grand maître de l'ordre nous est connu dans sa traduction française contemporaine, insérée dans la chronique de Jacques le Bâtard de Bourbon, publiée en 1525 à Paris. Le sultan tient sa promesse, ce qui surprend en Europe, où l'on s'attendait pas à la droiture de l'infidèle. À partir de 1530, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem mène la guerre de course contre les Ottomans depuis Malte, prenant le nom de Chevalier de Malte. En 1526, une nouvelle campagne en Hongrie, marquée par la victoire ottomane à Mohacs et la mort du roi Louis de Jajlon, déclenche des luttes intestines au sein de la noblesse hongroise. Soleiman le Magnifique se saisit de la situation pour soutenir Jean Ier Zapolya, élu roi de Hongrie par une partie de la Diète, contre Ferdinand Ier de Habsbourg, qui monte sur le trône soutenu par une autre partie de la Diète. Le siège de Vienne en septembre-octobre 1529 est un échec, mais les Ottomans prennent Buda en 1541, étendant progressivement leur possession à la Hongrie centrale, que les Habsbourg, prétendus souverains, ne recouvreront vraiment qu'à la fin du XVIIe siècle. Soleiman le Magnifique rejette fermement le couronnement impérial de Charles Quint à Bologne en 1530 et la désignation de son frère Ferdinand de Habsbourg à sa succession. Dans sa contre-offensive symbolique, le sultan passe sous des arcs de triomphe à la romaine pendant sa campagne hongroise, exhibe des régalias rivalisant avec ceux des Habsbourg. La commande d'une tiare à 4 couronnes à des orfèvres vénitiens est restée célèbre, se considérant comme l'unique empereur du monde. Soleiman le Magnifique ne voit en Charles Quint qu'un roi d'Espagne, et en Ferdinand qu'un simple roi de Vienne. L'expression de sa supériorité se trouve dans le choix du terme de maître de la conjonction des planètes qu'il emploie au lieu du titre d'empereur. Ce terme astrologique remontant à Tamerlan place le siècle de Soleiman le Magnifique sous les auspices de l'heureuse conjoncture de Jupiter et de Saturne.
Son engagement anti-Habsbourg trouve un fort écho auprès de François Ier. Une conséquence spectaculaire en est l'alliance franco-ottomane, dit l'alliance impie. Elle est déterminée par l'arrêt politique. Comme l'écrit le diplomate Blaise de Montluc, il faut parfois convoquer tous les esprits de l'enfer pour vaincre son ennemi. La mise en application de cette alliance est difficile, sa portée pratique reste limitée. En revanche, elle exerce un fort effet psychologique sur l'adversaire et assoit durablement les relations franco-ottomanes sur les plans commercial et juridique. Soleiman le Magnifique est le sultan qui renforce le caractère sunnite de l'Empire ottoman. La lutte contre la Perse safavide d'obédience chiite à l'extérieur est celle impitoyable contre les musulmans hétérodoxes de la tendance Kizilbak et la répression visant d'autres hérétiques dont le célèbre Mollah Qabiz affirmant la supériorité de Jésus sur Mahomet, exécuté en 1527, sans que le jury éminent de juristes théologiens réfute formellement ces thèses. Il contribue et participe de l'encadrement religieux des populations musulmanes de l'Empire ottoman. L'assiduité des fidèles aux 5 prières quotidiennes et à la grande prière publique du vendredi est contrôlée. À cet effet, la construction d'une mosquée du vendredi dans chaque village est ordonnée par un édit en 1537, sous l'autorité du mufti de Constantinople. Les oulémas, juristes, théologiens, docteurs de la loi islamique, sont constitués dans un corps structuré, hiérarchisé avec rigueur. C'est un règne d'ordre, de puissance et de splendeur dont la fin a inspiré une abondante littérature ottomane de déclinologie dès le dernier quart du XVIe siècle. Que l'on songe au faste des cérémonies publiques, à l'éclat des arts commandités par le palais ou à l'embellissement architectural des villes de l'Empire ottoman, à commencer par la capitale, Constantinople. L'architecte Sinam y joue un rôle majeur. Soleiman le Magnifique lui-même, poète, chantant sous le nom de plume de Mouhibi, l'amoureux, son amour à Roxolane, fréquente Baki, un des génies de la poésie classique ottomane. L'épanouissement artistique de ce règne en fait aussi l'âge d'or du classicisme ottoman. En tant que grand ordonnateur des arts et mécène impérial, Soleiman le Magnifique nous a laissé l'aspect le plus vivant de son œuvre. Comme on l'a vu, fondé au Moyen-Âge, l'Empire ottoman a dominé un vaste territoire comprenant toute la Méditerranée orientale et l'Asie occidentale. Le fondateur de l'Empire ottoman était un guerrier du XIIIe siècle appelé Osman, qui a régné sur une petite partie de l'Anatolie. En 1453, sous le sultan Mehmed II, les Ottomans s'emparent de Constantinople et en font leur propre capitale. L'Empire ottoman atteint son apogée sous le règne du sultan Soleiman le Magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.